Salut, c'est Blouson. Aujourd'hui on voit l'anatomie des épaules en détail, donc on va parler bien sûr des muscles des deltoïdes, mais aussi des muscles de la coiffe des rotateurs qui sont plus profonds et qu'on voit pas forcément. C'est parti. Alors avant de te parler des muscles, je vais déjà faire un petit point sur les os qui sont présents déjà dans l'épaule. D'abord l'humérus, c'est le bras en fait, tout simplement, qui est ici. Ensuite, la clavicule qu'on peut voir ici, c'est l'os qu'on voit particulièrement bien chez les mannequins anorexiques. Elle part du sternum et elle va jusqu'à ce qu'on appelle l'acromion, qui est en fait une partie de l'omoplate, qui est donc le troisième os en question, qui se trouve derrière. L'omoplate, elle a une forme assez particulière, c'est pourquoi je vais prendre une minute pour t'en parler en détail. Comme ça, en fait, tu vas pouvoir piger la suite de la vidéo beaucoup plus facilement quand je vais te parler des insertions musculaires. Donc l'omoplate, vue de derrière, elle ressemble à ça. Tu peux voir que c'est un os plat, séparé en deux par ce qu'on appelle l'épine. Il va y avoir un muscle qui va s'insérer en dessous de l'épine et un autre muscle qui va s'insérer juste au-dessus. Au bout de l'épine se trouve l'acromion et en dessous de l'acromion se trouve l'humérus, donc l'os du bras. En plus de l'acromion, l'omoplate elle possède une autre excroissance qui s'appelle le processus coracoïde, sur lequel va s'attacher en fait la portion courte du biceps, donc ça va jusqu'ici, tu vois. Mais ça, j'en parlerai plus en détail dans la vidéo d'anatomie des biceps qui va arriver bientôt. L'endroit de l'omoplate où vient se poser l'humérus s'appelle la glène et c'est ce que tu peux voir sur le schéma en vue latérale, donc de côté. Donc c'est un schéma qui correspond à cette vue-là en fait. Donc tu vois l'endroit où se pose l'humérus. L'articulation de l'épaule, elle se fait donc entre la glène et l'humérus. Si je te schématise ça avec mon bras, si ça c'est mon humérus, la glène c'est comme ça en fait et l'articulation elle se fait à l'intérieur de la glène, qui est une partie de l'omoplate qui est derrière comme ça. Bon, j'espère que c'est ok pour toi au niveau de l'omoplate, c'est le truc le plus compliqué de ma vidéo à comprendre. Si t'as pas bien pigé, je te conseille de te refaire le début de la vidéo, comme ça en fait la suite va être très facile à comprendre pour toi. Une dernière chose à savoir au niveau osseux, c'est que la clavicule, elle est attachée à l'omoplate au niveau de l'acromion, donc sur le devant comme ça, elle s'attache à ce niveau-là. Donc je te récapitule le tout pour que ce soit bien clair. On a l'humérus qui est le bras, au-dessus on a l'acromion qui est en fait une partie de l'omoplate qui est derrière, et devant on a la clavicule qui est elle aussi accrochée à l'acromion. Voilà, avec tout ça, ça devrait être super simple de piger la suite quand je vais te parler des insertions musculaires. Je vais commencer par te parler des muscles de la coiffe des rotateurs puisqu'ils sont plus profonds, et je finirai par te parler des deltoïdes qui sont les muscles les plus superficiels, donc les plus visibles aussi. Alors déjà, la coiffe des rotateurs, c'est quoi? En fait, la coiffe des rotateurs, c'est l'ensemble des tendons qui recouvrent l'humérus. Tu vois, ton humérus, il est comme ça. Là, tu as l'acromion au-dessus, tu as la glène comme ça, et l'omoplate qui suit derrière. Et bien sur le devant de ton humérus, tu as un tendon comme ça, sur le dessus aussi, et sur le derrière, tu en as même deux. Ces tendons, on les appelle la coiffe des rotateurs parce qu'ils recouvrent tout l'os comme ça. Et ils sont reliés à 4 muscles puisqu'il y a 4 tendons et c'est les muscles qu'on va voir maintenant. On a donc l'infraépineux qui se trouve derrière l'omoplate, le petit rond qui lui aussi est derrière l'omoplate juste en dessous de l'infraépineux, le supraépineux qui se trouve au-dessus de l'épine de l'omoplate et le sous-scapulaire qui se trouve devant l'omoplate. Donc ça c'est pas toujours bien clair, donc pour clarifier un petit peu le truc, si par exemple je t'enlève les pecs et les côtes, je vais tomber sur le sous-scapulaire. C'est-à-dire que c'est un muscle qui se situe dans le dos, mais qui est tourné vers l'avant, donc il est dans la face intérieure de l'omoplate. On va voir leurs différentes insertions. D'abord l'infraépineux, il part de derrière l'omoplate, de la partie basse, donc en dessous de l'épine, et il va jusqu'à l'arrière de l'humérus. Ensuite le petit rond, lui aussi il part de derrière l'omoplate et il va aussi jusqu'à l'arrière de l'humérus, et il se situe juste en dessous de l'infraépineux. Puis le supraépineux, lui il se place toujours derrière l'omoplate, mais cette fois au-dessus de l'épine, et il va jusqu'à l'humérus, sur le côté extérieur de l'humérus. Et enfin le sous-scapulaire, lui il s'insère sur la face intérieure de l'omoplate, donc sur la face tournée vers le devant de l'omoplate, et sur l'avant de l'humérus, donc ici. Alors une petite information en plus, entre le supraépineux qui se trouve sur l'humérus et l'acromion, il y a un petit espace dans lequel on trouve les bourses séreuses. Elles ont le rôle de lubrifier et de permettre le glissement de l'articulation sans que ça s'inflamme. C'est un peu un matelas de sécurité si tu veux. Sauf que c'est pas illimité, Moi j'ai eu une bursite, si tu veux, une inflammation des bourses. Bon, des bourses séreuses évidemment. Voilà pourquoi il faut bien choisir tes exercices et bien les exécuter et ne pas faire des exercices censés être les meilleurs parce que c'est ce qu'on dit et en fait ta morphologie elle correspond pas à ces exercices là. Faut jamais essayer d'aller non plus contre la nature. Tu vois, s'il y a des exos tu sens que ça te fait mal, une mauvaise douleur, faut pas continuer, tu vois. Moi c'est ce que j'ai fait, j'étais con. On va voir maintenant les deltoïdes qui sont beaucoup plus simples à appréhender je trouve. Le deltoïde est le muscle qu'on voit directement sur l'épaule, donc il se trouve par-dessus tout ce qu'on vient de voir, donc il recouvre l'humérus, il est là. Donc le deltoïde il se sépare en 3 faisceaux principaux, le faisceau postérieur, le faisceau latéral et le faisceau antérieur. En vérité la découpe en plusieurs faisceaux elle est un petit peu arbitraire et ça varie selon les ouvrages qu'on peut lire et tout, mais en musculation c'est pratique de se dire qu'il y en a 3, ok? Ils s'accrochent tous en bas sur ce qu'on appelle le V deltoïdien. On l'appelle comme ça parce que c'est une insertion qui a une forme de V.
Sauf que bon, ça on s'en fout, hein, je balance un petit peu de culture mais ça on s'en bat les couilles. Ce qui est important à savoir, c'est que ça s'accroche sur l'humérus, les 3 faisceaux au même endroit. Donc pour leur insertion du bas, c'est la même pour les 3 faisceaux. Mais pour leur insertion du haut, évidemment, elle ne s'insère pas au même endroit, sinon on ne dirait pas qu'il y a 3 faisceaux. Le faisceau antérieur, lui, il va s'accrocher sur le devant de la clavicule. Le faisceau latéral, il va s'accrocher sur l'acromion. Et le faisceau postérieur, il va s'accrocher derrière l'épine, derrière le bout de l'os de l'omoplate qui mène à l'acromion. Alors juste pour le plaisir des yeux, hein, voilà ce que ça donne quand un faisceau postérieur est bien développé. Bon, c'est Ross Dickerson, hein, il est sans doute dopé, mais tu vois l'esprit du truc. Donc ne le néglige pas comme c'est très souvent le cas en salle. Le faisceau postérieur il est très esthétique, mais en plus ça évite les blessures en équilibrant ton épaule, donc travaille bien équitablement tes 3 faisceaux. Maintenant on va comprendre la fonction de chaque muscle grâce à leurs insertions musculaires, en commençant par ceux de la coiffe des rotateurs. L'infraépineux et le petit rond d'abord, avec leurs insertions derrière l'omoplate et au niveau de l'arrière de l'humérus, ils vont servir à faire une rotation externe du bras. Et pas seulement avec le bras levé comme ça, hein, rien que faire comme ça, là l'infraépineux et le petit rond vont rentrer en jeu. Le supraépineux avec ses insertions sur le dessus de l'omoplate et sur le côté de l'humérus vont servir à faire une élévation du bras sur le côté. Et enfin, le sous-scapulaire avec ses insertions sur le devant de l'omoplate et sur l'avant de l'humérus va servir à faire une rotation interne du bras, comme ça. Tu comprends maintenant pourquoi ça s'appelle la coiffe des rotateurs. Ça fait des rotations en fait. Ensuite, au niveau des deltoïdes, le faisceau antérieur avec ses insertions au niveau du devant de la clavicule et sur l'humérus va permettre de lever le bras vers l'avant comme ça. Le faisceau latéral avec ses insertions sur l'acromion et toujours sur l'humérus va permettre de lever le bras sur le côté. Et le faisceau postérieur avec ses insertions sur l'arrière de l'épine et sur l'humérus, il va permettre de faire une rotation externe du bras et de tirer le bras vers l'arrière. Alors là, si tu as bien écouté, tu as dû remarquer que les muscles des deltoïdes et les muscles de la coiffe des rotateurs ont des fonctions très ressemblantes, voire même identiques. Et tu n'as pas tort, mais je vais t'expliquer pourquoi leurs fonctions se complètent et pourquoi c'est important qu'on ait les deux. Les muscles de la coiffe des rotateurs, ils servent en fait à initier le mouvement avant les deltoïdes. En fait, ils fonctionnent en synergie avec les deltoïdes et même d'autres muscles. Je vais te donner un exemple qui va te permettre de piger ça en 2 secondes. Ça, c'est mon humérus, on imagine, donc c'est mon bras. Au-dessus, on a l'acromion, là, on a les muscles de la coiffe des rotateurs, au-dessus, on a le deltoïde. Okay, on va imaginer un instant qu'on n'ait plus que le deltoïde, donc on n'a plus de muscles de la coiffe des rotateurs. Et bah par exemple, le faisceau latéral, s'il voulait tirer le bras comme ça, il ferait un gros effort de tirage, mais seulement sur un plan vertical. Puisque là, on a l'acromion qui le bloque, tu vois, donc il serait en train de tirer le bras comme ça. Pour peu que le bras soit légèrement penché, il pourrait réussir à le tirer, mais ce serait au prix de frottement et de difficultés. Si jamais le bras était complètement vertical, il tirerait sur un plan vertical et donc ça bloquerait, il ne se passerait rien. Si maintenant on imagine qu'on remet la coiffe des rotateurs, là le supraépineux va pouvoir venir en aide au faisceau latéral du deltoïde en initiant un mouvement de rotation qui va placer le bras dans un plan non plus vertical mais légèrement penché, et ensuite le deltoïde va pouvoir commencer à faire un effort vertical qui là sera efficace. Le raisonnement est le même pour les faisceaux postérieurs et antérieurs avec respectivement l'infraépineux et le sous-scapulaire. En fait, les muscles de la coiffe des rotateurs initient toujours le mouvement avant de passer le relais aux muscles plus puissants qui sont les deltoïdes. Et c'est pour ça qu'il faut que tu échauffes bien tes muscles de la coiffe des rotateurs avant tes séances d'épaule. Si on imagine que tu as de bonnes perfs, par exemple tu prends des barres de 80 kg au développé militaire, c'est que tu as probablement bien développé tes deltoïdes. Sauf que tes muscles de la coiffe des rotateurs, c'est toujours de petits muscles pas très puissants. Surtout si tu les as jamais travaillés spécifiquement. Donc si tu envoies des barres directement à 80 kg, bah les muscles de la coiffe des rotateurs, ils vont lâcher en premier. Parce qu'ils sont toujours les premiers à enclencher le mouvement. On a donc l'infraépineux et le petit rond qui travaillent tous les deux en synergie avec le deltoïde postérieur. Ils initient le mouvement avant le deltoïde postérieur. On a le supraépineux sur le dessus qui travaille en synergie avec le deltoïde latéral. Et on a aussi le sous-scapulaire qui travaille en synergie avec le faisceau antérieur du deltoïde et même les pectoraux. C'est là qu'on voit que le corps humain c'est quand même bien foutu. Autre chose d'important, le tendon du trapèze qui est ici et les tendons du deltoïde qui sont ici ont tendance à se tisser ensemble. Il y a des espèces de liens qui se créent et qui renforcent l'articulation de l'épaule, ce qui est plutôt pratique. Mais je pense que c'est aussi une des raisons qui fait que souvent on va tricher, par exemple dans les élévations latérales, on va se servir de nos trapèzes, on va tricher le mouvement au moyen de nos trapèzes, et donc le deltoïde va être désengagé. Donc fais bien attention à ça si jamais tu ne le savais pas. Moi pendant au moins 2 ans en fait, j'ai fait des élévations latérales en travaillant sur tous mes trapèzes et puis je l'ai découvert plus tard et c'est une des raisons qui fait que j'ai eu un retard épaule. Ça m'a mis beaucoup de temps à m'en débarrasser. Je vais conclure en disant que pour travailler chacun des muscles que je t'ai présentés, il va tout simplement falloir faire le mouvement pour lequel ils sont prédestinés contre une résistance. Donc c'est là que tu vois les élévations latérales, les élévations frontales, etc. Mais il subsiste une question que je trouve quand même importante. Comment on fait si on veut isoler les muscles de la coiffe des rotateurs
donc sans engager les deltoïdes. Et on va voir ça justement dans une autre vidéo. Voilà, c'est tout pour l'épaule. N'hésite pas à poser des questions en commentaire ou à ajouter des choses hein, si tu t'y connais. C'est toujours sympa d'avoir des infos en plus. L'espace commentaire est là pour qu'on discute ensemble de muscu, donc faut en profiter. Hein. Allez, bisous. Le torse, commandant suprême, c'est moi qui ici règne. Si je bougeais ta l'eau, ce sera pour me faire sucer par des sirènes. Personne ne mérite d'être ma reine. Je suis en guerre contre moi-même, je suis à vélo, pas de McLaren. Mon cœur fait circuler ma haine, contact radioactif sans les gants. Essaie de me mordre la bite sans les dents. On repêche ta caca dans les dents.